Disons, ces événements lui arrivent, au sens où les ouvriers disent que des pierres carrées s'encadrent dans des murs ou dans des pyramides, en s'adaptant les unes aux autres grâce à telle manière de les grouper. Car en somme, il n'y a qu'un seul arrangement. Et de même que de la somme de tous les corps se fait le monde, qui est tel corps, de même de la somme de toutes les causes se fait le destin, qui est telle cause. Lecture par Nicolas Berger, notre réalisateur de ce passage de Marc Aurèle. Alain Petit, chez les épicuriens, il y a des atomes qui bougent. S'ils bougent, c'est parce qu'il y a quand même un peu de vide. Et puis, parfois, ils dévient. Ça s'appelle le clinamen. Ça permet aussi à nous, qui sommes constitués d'atomes, de changer de comportement, de choisir, justement. Et cette possibilité de changement n'existe pas, donc, dans le stoïcisme, qui ne voit pas du tout le monde comme cela, mais qui le voit très ordonné. Y a-t-il du désordre possible, du changement, tout simplement? C'est-à-dire, les stoïciens ont toujours refusé cette idée de déclinaison propre aux épicuriens, parce que c'était pour eux ça introduisait un événement sans cause. Et ça rendait l'univers irrationnel dans son ensemble. Donc ils ne pouvaient pas concevoir que la liberté qu'ils acceptaient fut une liberté épicurienne, c'est-à-dire une déviation spontanée des atomes eux-mêmes. Ce qui veut dire que dans l'épicurisme, l'ordre ne survient qu'après coup. Il peut y avoir un ordre. La nature, par exemple, la nature du monde terrestre est une nature ordonnée, mais seulement en tenant compte de la possibilité que les atomes eux-mêmes dévient. Donc, je m'en dis, ultimement, aucun monde n'est ordonné comme un monde stoïcien. Ce qui veut dire que la liberté épicurienne, c'est une liberté déviée, en fait. C'est une déviance. Voilà. Et c'est plus une déviance qu'une résistance. Oui. J'ai toujours été surpris. Je me rappelle, j'avais essayé de creuser ce concept de liberté épicurienne, parce que c'est pas, je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir un choix s'il y a spontanéité et, je veux dire, quelque chose de fortuit? Est-ce qu'il peut y avoir un choix fortuit? Les stoïciens répliquaient, non, votre choix n'est pas un choix parce qu'il n'est pas rationnel. C'est deux conceptions. C'est du hasard, et ça c'est insupportable. C'est-à-dire, à la limite, si vous voulez, dans le hasard, vous ne choisissez pas. C'est ce que rétorquent les stoïciens. Bon, en même temps, on s'améliore, notamment avec ces deux types de pensée, nous pouvons progresser. C'est bien un grand mot, ça, des stoïciens également, ce qui prouve bien que nous changeons, que nous dévions, si j'ose dire, au bon sens du terme. Est-ce que le progrès stoïcien, qui en effet est attesté par exemple par Sénèque, pas seulement aussi par Épictète, et puis présupposé par Marc Aurèle lui-même, est-ce que c'est un changement au sens d'un changement fortuit, ou est-ce que c'est plutôt une façon de s'adapter toujours plus à l'ordre du monde? Voilà, c'est ça, je crois, la réponse qui fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Ildefonse? Parce que c'est vrai que toutes les pensées, et là c'est vrai aussi chez les modernes, même si c'est plus rare, mais en tout cas chez les anciens, toutes les pensées de l'ordre du monde posent le problème du mouvement et de l'amélioration de nous-mêmes, de nos changements personnels, de nos choix. Cela ne produit pas du vrai désordre, ou au contraire cela renforce-t-il l'ordre, notamment quand nous devenons plus sages? Comment ça marche? C'est vrai que vous mettez le doigt sur la dimension normative du stoïcisme, et sur le fait d'aller vers le meilleur. Et bon, je voudrais dire des choses sur le texte. Je vous en prie. Parce qu'il est vrai, oui, mais en même temps, je voudrais vous répondre, donc je suis un petit peu scindée. Mais en tout cas, à propos des pensées pour soi-même de Marc Aurèle, cette dimension normative est essentielle. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être du tout considéré comme un journal intime, par exemple. C'est-à-dire que dans un journal intime, normalement, si je comprends bien les choses, vous prenez tout de vous-même. Oui. Marc Aurèle ne prend pas tout de lui-même dans les pensées, entre guillemets, pour lui-même. Je dis pensée, entre guillemets, parce que le mot pensée n'était pas dans le titre, et d'ailleurs le titre n'était pas de lui, et d'ailleurs... Ah bon? Non. Expliquez-nous juste ce point. Que je sache, le titre n'était pas de lui. Il n'a pas donné de titre. Il a dit quoi? Journal, cahier? Il n'y avait pas de titre. Il n'y avait pas de titre. Il y a toute une série de titres qu'on peut
qu'on peut rappeler, hein, que Pierre Hadot, dans son livre sur la citadelle intérieure, dénombre, enfin, il en fait la liste. Hein. Au départ, le premier titre, c'était Eise Auton Ethica, donc les écrits éthiques destinés à lui-même. Donc en grec, hein, il faut le préciser, Oui. alors que c'est un Oui. empereur romain. Par ailleurs, ça n'est pas pour moi-même, même si on en vient à le dire et on le dit parfois et on l'a donné comme titre parfois, parce qu'en grec, ça serait Eis Emoton, et là c'est Eis et Auton, donc ça veut dire à soi-même. Oui. Donc là encore une fois, j'en parlais récemment à propos de tous ces pronoms avec Jean Lalo, qui est un grand grammairien. Le fait que le titre soit Eis et Auton, indépendamment des considérations historiques, prouve qu'en gros, ce n'est pas lui qui l'aurait donné, parce que ce serait très très bizarre qu'il ait écrit ça comme ça. Il aurait écrit Eis et Moton. Donc ça c'est la première chose. Mais, comment dire, dans ses pensées, il ne prend pas tout de lui-même, il ne se laisse pas aller à s'épancher, il ne considère pas tout ce qui lui arrive, mais les pensées interviennent comme un dispositif d'amélioration, justement, c'est-à-dire de tension normative vers un soi-même qui n'est pas du tout, comment dire, qui est au départ plastique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ces choses, plutôt que de parler d'un moi, il est très important de parler de la partie hégémonique de l'âme, dont parle tout le temps Donc Marc qu'est-ce que Aurèle. c'est ça? La partie hégémonique, l'âme matérielle, chez les stoïciens, a 8 parties. Les stoïciens les plus anciens la comparaient à un poulpe. Les 5 sens, la partie relative à la reproduction, les logoi spermaticoi, la partie relative à la voix, qui nous est très utile aujourd'hui dans cette émission, Effectivement. et la partie dominante, qui est, comme j'ai l'habitude de le dire, une sorte de centrale dans l'âme. La métaphore du poulpe est très frappante. Donc en fait, il faut s'occuper de sa partie dominante. Finalement, vous avez parlé hier de la proairesis chez Épictète, et dans un processus, comment dire, que j'appelle de réduction éthique, Épictète en vient à dire, occupe-toi de ta proairesis. Même au-delà de ton corps, et pourtant les stoïciens ont thématisé de manière très intéressante le rapport au corps, ce qui compte, on peut me couper la jambe, mais on ne touchera pas à ma proairesis. Marc Aurèle, lui, parle beaucoup de la partie dominante de l'âme. Où on traduit parfois la partie directrice. Cette partie directrice de l'âme, elle est plastique. Et c'est pour ça que Marc Aurèle dit souvent qu'il y a plusieurs possibilités d'âme. De qui as-tu l'âme actuellement ? Eh bien, c'est en travaillant sur ma partie dominante que je peux influer sur la manière dont je vais être dans cette organisation générale bien pensée qu'est l'ordre du monde.